Maman, honnêtement, tu deviens un fardeau pour Noël. Cette phrase, ces mots-là, lents, nets, froids. Ils ont traversé la pièce comme un couteau glisse dans la chair encore tiède. Je suis restée immobile, la main posée sur le bord de la table, figée comme si mon corps était devenu du bois. La salle à manger brillait de guirlandes argentées, de bougies allumées, de décorations que j'avais moi-même offertes au fil des années. La maison de mon fils. La maison où j'étais censée être attendue, appréciée, aimée. Et voilà ce que j'entendais. Un verdict. Une condamnation sans procès. Un jugement rendu au nom d'une fatigue qu'il n'assumait pas, d'un agacement qu'il n'avait jamais osé dire à haute voix. Un fardeau? Moi, sa mère, je l'ai regardé. Adrien, mon enfant, l'homme que j'avais porté, nourri, soigné, protégé, la seule personne pour qui j'avais renoncé à mon propre avenir après la mort de son père. Il évitait mes yeux, il déplaçait une nappe, il rangeait une assiette, il faisait semblant d'être occupé, comme s'il pouvait cacher la cruauté de ce qu'il venait de dire derrière un geste banal. J'ai murmuré, d'une voix presque inaudible. Un fardeau, Adrien? Pour Noël? Moi? Il a soupiré, avec cette lassitude typique de ceux qui se croient raisonnables alors qu'ils ne sont que lâches. Oui, maman, on ne peut pas toujours s'adapter à toi, à ton rythme, à tes besoins. Et puis, Delphine trouve que, enfin, Delphine, bien sûr, elle n'était pas dans la pièce, mais sa présence pesait dans l'air comme une odeur persistante. Elle n'avait pas besoin d'être là pour parler. Les phrases d'Adrien portaient déjà sa signature. Des pics déguisés en constatation, des jugements camouflés en vérité objective. Je me suis assise, parce que mes jambes n'arrivaient plus à me porter. Le sol semblait s'être dérobé sous moi. Alors je te dérange, Adrien? Je t'alourdis? Je prends trop de place? Il a levé les yeux, agacé, comme si j'exagérais. Ne prends pas ça comme ça, maman. C'est juste beaucoup de travail pour nous. On voulait un Noël simple, sans complications. Complications. Voilà ce que j'étais devenue. Une complication. J'ai senti un frisson glacé me traverser le cœur. Pas un frisson de colère, un frisson de lucidité. Car dans ce moment précis, j'ai compris. Ce n'était pas un mot lancé par maladresse. C'était un mot nourri depuis des semaines, des mois peu. Être. Un mot qui avait mûri dans leur esprit. Un mot qui attendait juste le bon moment pour sortir, comme un poison que l'on dose avant de l'injecter. J'ai murmuré, je vois. Et dans ce je vois, il y avait tout. La trahison, la fatigue, la dignité blessée, l'évidence enfin révélée. Adrien a pris une posture défensive, comme s'il sentait que quelque chose lui échappait. Ne dramatise pas, maman. Tu pourrais te rendre utile, tu sais, aider un peu plus, ou, je ne sais pas, nous laisser plus d'espace. Ce nous laisser plus d'espace m'a transpercé. Comme si ma présence, mes gestes lents, mon rire, mes souvenirs, ma voix volaient quelque chose à son couple. Je ne savais pas encore ce que je ressentais exactement. Un mélange d'amertume, de solitude, de froid. Mais au milieu de ce chaos intérieur, il y avait un fil fin, mais solide. Un fil que j'avais toujours eu en moi, que j'avais presque oublié. La dignité, une dignité silencieuse. Une dignité que personne ne pouvait m'arracher, pas même mon propre fils. Alors j'ai fait ce que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis levée sans attendre son approbation. J'ai pris mon manteau. J'ai serré mon sac contre moi. Adrien m'a suivi du regard, inquiet. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis tournée vers lui. Et pour la première fois depuis longtemps, il a vu dans mes yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ni supplication, ni attente, ni peur. Juste une clarté froide. Une décision. Tu trouves que je suis un fardeau, Adrien. Très bien. Je vais te montrer ce que devient une mère quand elle cesse d'être un poids. Il a blêmi. Maman, tu exagères? Reste, on peut en parler. Mais je n'ai rien répondu. Pas un mot, pas une syllabe. Parce que parfois, le silence n'est pas une fuite. C'est un verdict. Je suis sortie sans claquer la porte. Les décorations étincelaient encore, comme si Noël n'avait pas entendu l'insulte prononcée. Dans la rue, l'air de décembre m'a giflé. Mais cette fois, la gifle m'a réveillée. Ce soir-là, Adrien pensait avoir gagné. Il croyait m'avoir réduite, blessée, mise dans ce coin émotionnel où il était si facile de me tenir. Mais il ne savait pas encore que j'avais décidé, pour la première fois de ma vie, non pas de disparaître de Noël, mais de disparaître de sa vie.
et de reconstruire la mienne, en silence, avec une précision qu'il n'avait jamais imaginée. Avant que le mot fardeau ne s'abatte sur moi comme une enclume, avant que Noël ne devienne le théâtre d'une humiliation que je n'oublierai jamais, il y avait eu une vie, une vraie vie, une vie pleine, tendre, parfois dure, une vie construite avec mes mains. Mes sacrifices, mes illusions, mes choix. J'ai longtemps cru qu'une mère ne pouvait jamais devenir en trop, qu'un enfant, même devenu adulte, garderait toujours quelque part en lui le souvenir de la femme qui l'avait bercé, rassuré, nourri, sauvé tant de fois. Mais je me trompais, ou plutôt, j'accordais à Adrien un rôle qu'il n'était plus capable de tenir. Pour comprendre la violence de ce qu'il m'a dit, il faut remonter loin, très loin. Dans ce temps où j'étais encore une femme, une épouse, une mère qui croyait à l'amour comme on croit au soleil qui se lève. Les débuts, une maison qui sentait le café et les matins heureux. Je suis née dans une famille modeste, dans un petit village près de Reims. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions l'essentiel. La chaleur humaine, les voisins qui frappaient encore aux portes pour demander du sucre, la table autour de laquelle tout se discutait. À 10 à 9 ans, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, Pierre, un homme solide, au rire sonore, qui m'avait regardé la première fois comme si j'étais une évidence. Nous nous étions mariés jeunes, trop jeunes peut-être, mais avec une foi absolue dans notre avenir commun. Nous avions acheté une petite maison aux murs crème, avec un potager à l'arrière, le genre de maison où l'on accroche des photos de famille sur chaque mur, où l'on entend les couverts s'entrechoquer à travers les pièces, où le dimanche a une odeur de poulet rôti et de linge propre. Quand Adrien est né, j'ai cru que la maison avait changé de dimension. Elle semblait trop petite pour contenir tout cet amour. Je me souviens de chaque détail. Son premier cri, ses doigts minuscules, ses yeux qui semblaient déjà chercher le monde. Je me suis donnée à lui sans compter, jour et nuit, avec une énergie que je ne me reconnais plus aujourd'hui. Pierre travaillait beaucoup, parfois trop, mais il aimait son fils avec une fierté presque enfantine. Le soir, il rentrait épuisé mais souriant, et prenait Adrien dans ses bras comme un trésor qu'il n'osait pas trop serrer. C'était une vie simple, une vie belle. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, ce même enfant me regarderait comme un poids. La disparition de Pierre, la première fissure que j'ai refusé de voir, Adrien n'avait que 16 ans lorsque Pierre est parti. Un accident, brutal, stupide, injuste. Une mort qui coupe le souffle, qui casse le noyau d'une famille, qui laisse derrière elle deux êtres dont l'un doit jouer pour deux et l'autre apprend trop vite à se taire. J'ai tout pris sur moi, la maison, les factures, la douleur, l'éducation d'Adrien. Je suis devenue mère-père. Je n'ai pas demandé d'aide. Je ne savais pas comment. Adrien s'est muré dans un silence que je croyais n'être que du chagrin adolescent. Il ne parlait plus beaucoup, mais je me disais que c'était normal, qu'il avait perdu son père et que chacun traverse le deuil à sa manière. Ce que je n'ai jamais vu, ce que je n'ai pas voulu voir, c'est qu'une partie de lui me tenait responsable d'un manque que je ne pouvais pas combler. Pas consciemment, non, mais profondément. Un fils qui perd son père jeune cherche souvent une faute, quelqu'un à blâmer, même si c'est absurde. Et parfois, il blâme la personne qui reste. Les sacrifices, ceux qu'on appelle normaux, jusqu'à ce qu'on les regrette. J'ai travaillé plus que je ne pensais pouvoir le faire. J'ai fait des heures supplémentaires, des ménages le soir, des gardes les week-ends. J'ai mis mes propres besoins de côté, mes envies, mes rêves. Je voulais qu'Adrien puisse étudier, avoir un avenir, une vie à lui. Je voulais qu'il ne manque de rien. Pas une seule fois je ne me suis demandé si moi, je manquais de quelque chose. Je me suis oubliée, volontairement, convaincue que c'était ça, être mère. Il a réussi. Il a eu son diplôme, un bon job, une vie confortable. Et moi, je me suis retrouvée avec des douleurs dans les mains, un dos voûté, et une maison devenue trop grande, trop vide. Mais je me disais, c'est normal, c'est la vie. Il viendra, il pensera à moi, il me respectera. J'avais tort. L'arrivée de Delphine, la glace derrière le sourire. Quand Adrien m'a présenté Delphine, j'ai senti un frisson. Pas un mauvais pressentiment, juste une intuition. Une lucidité douce qui vous souffle. Cette femme a du tranchant. Fais attention. Elle était belle, élégante, intelligente. Elle avait cette manière de parler poliment, mais en vous regardant comme si elle évaluait combien de place vous occupiez dans la pièce et si c'était trop. Dès le début, j'ai compris qu'elle ne voulait pas seulement Adrien. Elle voulait tout. L'espace, le contrôle,
l'influence. Et moi, j'étais une pièce qui ne rentrait pas dans sa décoration. Je n'étais pas un fardeau encore. Pas encore. Pas à voix haute. Mais je n'étais déjà plus un atout. La lente érosion. Quand l'amour devient une habitude qui s'effrite. Les appels d'Adrien ont commencé à se faire moins fréquents. Ses visites aussi. Les gestes affectueux ont disparu, remplacés par des phrases brèves, des sourires mécaniques. Je me disais, il est occupé. C'est normal. Les jeunes ont leur vie. Mais ce n'était pas ça. C'était autre chose. Une distance construite, nourrie, encouragée. Une sorte de brouillard qui s'installait entre nous et dans lequel je disparaissais petit à petit. J'aurais dû comprendre, j'aurais dû réagir, j'aurais dû poser des limites. Mais on ne pose pas de limites à l'enfant qu'on a élevé seul. On espère, on attend, on encaisse. Jusqu'à ce que le mot que l'on n'aurait jamais cru entendre un jour tombe comme un coup près. Fardeau. Ce mot n'a pas seulement blessé le cœur que j'avais encore. Il a révélé la vérité que je refusais de voir. Dans leur monde à eux, je ne comptais plus. Et il était temps, enfin, de commencer à compter pour moi-même. Avant que le mot fardeau ne soit prononcé, il y avait eu des signes, des détails minuscules, presque invisibles, que l'on balaie du revers de la main parce qu'on veut encore y croire, parce qu'on préfère souffrir en silence plutôt que d'affronter l'idée que l'amour s'effrite. Les humiliations, au début, ne ressemblent pas à des humiliations. Elles ressemblent à de petites maladresses, de petits oublis, des grains de sable dans le quotidien. Mais mis bout à bout, ils finissent par former un désert. Les appels manqués, les silences prolongés, cela a commencé par les appels. Autrefois, Adrien m'appelait une fois par semaine. Toujours le dimanche soir. C'était notre rituel. Un rituel simple, mais précieux. Puis sont venus les dimanches silencieux. Je me disais, il est occupé, il doit travailler, il pense sûrement à moi. La vérité, c'est que les silences remplacent toujours les gestes quand l'affection recule. Lorsque je l'appelais moi-même, je tombais souvent sur la messagerie. Il rappelait, parfois, avec une voix distraite, avec ce ton mécanique qu'ont ceux qui veulent que la conversation se termine vite. « Oui, maman, tout va bien. Écoute, je te rappelle plus tard, d'accord ?» Le plus tard devenait jamais, mais je m'en contentais. Je me raccrochais à chaque minuscule attention, comme une plante à une goutte d'eau. Parce qu'une mère ne cesse jamais d'espérer. Les invitations qui diminuent, puis disparaissent. Avant Delphine, Adrien m'invitait régulièrement. Des repas simples, des après-midi tranquilles. Je faisais partie du décor familial. Après Delphine, les invitations se sont espacées, puis raréfiées, puis transformées. Un jour, j'ai reçu un message. On fête Noël chez nous, mais ce sera juste entre amis. On fera quelque chose après avec toi. Entre amis, pas entre familles. Je me suis consolée en me disant que les jeunes avaient leur propre tradition. Mais le malaise était là, comme une couture mal faite. Ils organisaient des anniversaires, des soirées, des sorties, dont je n'entendais parler qu'après, par hasard, sur une photo ou un commentaire furtif. Chaque fois que je remarquais mon absence, Delphine disait d'un ton doux, presque maternel, ce qui rendait tout encore plus cruel. « Oh, tu sais, on ne voulait pas t'embêter, c'était tard. » Bruyant, ça t'aurait fatigué, me protéger. Quelle délicate façon de m'écarter. Les remarques anodines, mais acérées comme des lames fines. Delphine excellait dans l'art du compliment qui blesse. Une perfidie discrète, toujours élégante, jamais frontale. Tu devrais être te reposer pendant que nous parlons. C'est très technique, tu sais. Laisse, je vais m'occuper de la table. C'est lourd pour toi. Asgerum. Tu ne veux pas plutôt regarder la télévision dans le salon? On doit discuter avec Adrien. Comme si chaque conversation était trop élevée pour moi. Comme si chaque objet était trop lourd. Comme si ma présence était en trop. Je souriais. Je disais merci. Je me taisais. Parce que le silence, parfois, est la seule protection qu'on croit avoir. Mais le plus dur n'était pas ce qu'elle disait. C'était ce qu'Adrien ne disait pas. Il ne défendait pas. Il ne corrigeait pas. Il ne voyait pas. Ou peut-être voyait-il trop bien, et préférait-il fermer les yeux. Le canapé, le symbole d'un glissement invisible. Un détail me revient souvent. Un détail anodin, et pourtant symbolique. Un soir, j'étais venue les aider à préparer un repas. Je m'étais assise quelques secondes sur le canapé. Fatiguée, j'avais des douleurs au bas du dos. Delphine est entrée dans le salon, m'a observé une seconde, puis a dit « Oh, tu es là ?» Je pensais m'asseoir un peu. Silencieuse, j'ai glissé sur le côté pour lui faire de la place.
Elle s'est assise, a pris un coussin, l'a serré contre elle. Et j'ai compris, dans ce geste simple, banal, je n'étais pas seulement déplacée sur le canapé. Je l'étais dans leur vie, les oublis volontaires. Une fois, ils ont organisé un petit dîner avec un couple d'amis. Je vivais seule depuis longtemps, et je croyais encore naïvement qu'ils aimeraient me compter parmi eux. On a déjà prévu 4 chaises, maman. Peut être une prochaine fois. Une autre fois, pour l'anniversaire d'Adrien, Delphine m'a envoyé ce message. Ah, je t'avais oublié, mais tu peux passer après le gâteau si tu veux. J'avais été oubliée pour l'anniversaire de mon propre fils. Et pourtant, j'y suis allée, avec un sourire, avec un cadeau, avec la dignité qu'on offre quand on ne reçoit plus rien en retour. Le sentiment d'invisibilité, un poids que personne ne voit. Chaque humiliation était petite, si petite qu'elle ne méritait pas de dispute, si petite qu'elle ne pouvait pas justifier une confrontation. Mais ensemble, elles formaient un tapis roulant qui m'éloignait d'eux. Un mécanisme précis, silencieux, redoutable. Je devenais invisible, tolérée, jamais attendue, jamais désirée. On me parlait avec politesse, comme à une vieille voisine qu'il faut ménager, mais dont on espère qu'elle comprendra d'elle-même quand elle doit partir. Je commençais à éviter de respirer trop fort, de parler trop longtemps, de poser trop de questions. Je réduisais ma présence dans leur maison, comme on réduit une lumière pour ne pas éblouir. J'avais peur de déranger. J'avais peur de perdre ce qui restait. J'avais peur d'être déjà le fardeau qu'on allait nommer. Je ne savais pas encore qu'un jour, mon fils utiliserait ce mot. Mais ce que je savais, au fond, très profondément, c'est que sa façon de m'aimer changeait, et que la place qu'il me laissait n'était plus une place de mère. On croit toujours que la pire blessure, c'est celle qu'on reçoit en pleine figure. Une insulte, une humiliation directe. Un mot comme fardeau, par exemple. Mais non. La pire blessure, c'est celle qui se prépare en silence, dans votre dos, avec méthode. Et cette blessure-là, je l'ai découverte un après-midi de novembre, un mois avant Noël, quand je suis passée chez mon fils à l'improviste. Le dossier maman. La découverte qui a fissuré mon monde. Adrien n'était pas encore rentré du travail. Delphine m'avait ouvert avec un sourire trop poli, déjà agacé par ma présence inattendue. Tu aurais pu prévenir, tu sais, on n'est pas vraiment disponible. Je m'excusais avec douceur, comme toujours. Je déposai un petit panier de madeleines que j'avais préparé. Elle les regarda comme si je venais d'apporter quelque chose de périmé. « Pose-les. Quelque part, dit-elle. Puis son téléphone sonna, et elle s'éloigna dans le salon. Je restais seule dans la cuisine, ne sachant où me mettre. Je voulais juste passer quelques minutes, dire bonjour, mais même ça, c'était devenu compliqué. Pour m'occuper, j'ai commencé à ranger doucement quelques assiettes propres qui séchaient près de l'évier. C'est en cherchant un torchon que j'ai aperçu un classeur gris, posé sur le plan de travail. Un classeur ordinaire, sans rien de particulier, sauf une étiquette blanche, écrite soigneusement « Projet Noël, organisation familiale ». Je l'ai ouvert machinalement, pensant y trouver des listes de cadeaux, des menus, des idées pour décorer la table. Mais la première page m'a coupé le souffle. Répartition des charges, hébergement possible de Monsieur et Madame D, gestion de Madame L. Et en dessous, hypothèse, installation de Madame L. Yashpad, année prochaine. Madame L. Moi, la froideur administrative d'une trahison intime, je n'ai pas compris tout de suite. Il y avait des tableaux, des chiffres, des notes écrites à la main. Coût annuel moyen, 25 800 €. Apport possible de la vente de la maison de Madame L. Priorité, alléger le quotidien d'Adrien et Delphine. Option 2. Hébergement temporaire, maximum 3 mois. Chaque ligne me frappait comme une gifle. On parlait de moi comme d'un objet, un objet dont il fallait se débarrasser, intelligemment, efficacement, sans culpabilité. Le dossier continuait. La maison de Madame L. Estimation actuelle X €. Vérifier si procuration possible pour démarche rapide. Contacter notaire si besoin de transfert anticipé. Il parlait de vendre ma maison, la maison de ma vie. La maison où Adrien avait grandi. La maison où j'avais tenu la main de son père jusqu'à son dernier souffle. Je tremblais. Un mélange de froid, de colère, de terreur. Puis je suis tombée sur une note signée de la main de Delphine. Plus tôt ce sera réglé, plus simple sera notre quotidien. Notre quotidien. Leur quotidien. Ma disparition. Le retour de Delphine. La scène qui a tout révélé. Soudain,
J'ai entendu des pas. Delphine est entrée dans la cuisine. Elle m'a vu, le classeur ouvert devant moi. Son visage s'est figé. 1 seconde, 2 secondes. Puis elle a lâché, sèchement. Ce n'est pas pour toi. J'ai refermé doucement le classeur. On dirait pourtant que tout parle de moi. Elle n'a pas nié. Elle n'a même pas cherché une excuse. Elle a juste dit, on s'organise. Tu ne peux pas rester seule éternellement. Et nous, on ne peut pas tout porter. Je l'ai regardée. Tout porter? Je ne vous demande rien. Elle haussa les épaules. Justement, c'est bien le problème. Il faut anticiper. On ne peut pas attendre que tu tombes, que tu oublies, que tu deviennes un poids. Un poids. Ce mot-là, le jumeau de celui qui allait plus tard sortir de la bouche d'Adrien. Et ma maison? Ai-je murmuré. Elle a détourné les yeux, mais pas assez vite. Ta maison pourrait financer ce qu'il faudra. C'est logique? Père. Logique? J'avais envie de rire, ou de hurler, ou de tomber à genoux, mais je n'ai rien fait. Je me suis juste redressée, et dans mon silence, j'ai senti quelque chose naître. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Une volonté, une certitude, une frontière nouvelle. L'acte d'injustice. Ce n'était plus seulement de la méchanceté. Ce n'était plus une remarque blessante. Ce n'était plus une mise à l'écart. C'était un projet, un plan, une manœuvre calculée. Ils avaient préparé ma disparition sociale, financière, affective. Ils voulaient décider où je vivrais. Ce que je ferais, ce que deviendrait ma maison, ce que deviendraient mes économies. Et tout ça, sans moi, comme si j'étais déjà incapable, inexistante, absente. La décision, ce jour-là, je ne serais plus une victime. Je refermai le classeur avec lenteur. Je le remis là où je l'avais trouvé. Puis j'ai dit calmement, « Merci, Delphine. Je vois maintenant très clairement ce que je représente pour vous. » Elle s'est crispée. « Tu dramatises encore. C'est pour ton bien. On essaie juste de gérer, comme on gère un héritage encombrant ou un meuble trop vieux pour rester dans la maison. » Je suis sortie. J'ai marché dans la rue un long moment, la tête vide, les yeux secs. Puis quelque chose en moi s'est ancré. Ils avaient commencé à décider pour moi. J'allais reprendre ma vie en main. Et cette fois, je ne leur laisserai plus la moindre carte. Ce jour-là, la femme fragile que j'avais été est morte. Une autre est née. Une femme qui ne m'en dirait plus l'attention, l'amour, ni la place. Une femme qui allait préparer sa justice. Silencieusement, méthodiquement et légalement. Cette nuit-là, après avoir découvert le classeur gris et après les mots terribles prononcés plus tard fardeau, je n'ai presque pas dormi. La maison était glaciale. Pourtant, j'avais fermé toutes les fenêtres. Je marchais d'une pièce à l'autre, incapable de m'asseoir, incapable de rester immobile, comme si le sol lui-même me brûlait les pieds. Chaque humiliation passée remontait à la surface. Chaque silence, chaque regard de Delphine, chaque absence d'Adrien. J'avais longtemps cru que la vieillesse était une pente douce, un glissement naturel vers une vie plus calme, plus lente, entourée d'un amour plus sage. Mais cette nuit-là, j'ai compris que la vieillesse peut devenir une proie, et que ceux qui vous entourent peuvent être les loups, même s'ils ont votre sang. La lucidité, un choc plus violent que la douleur. Je me suis assise à la table de la cuisine, avec une tasse de tisane qui refroidissait sans que je la boive. Mes mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas de la peur. C'était la lucidité. Une lucidité que je n'avais jamais osé regarder en face. Mon fils ne m'aimait plus comme avant. Ou peut être. N'avait-il jamais su m'aimer autrement que comme une mère utile? Je me suis demandé depuis quand il avait cessé d'être mon allié, depuis quand il me considérait comme un poids, depuis quand il avait laissé Delphine parler à ma place, décider à ma place, penser à ma place, puis, une question plus douloureuse encore, depuis quand avais-je cessé d'exister pour lui? La nuit des souvenirs. Tout se déplie, tout s'éclaire. Je voyais Adrien petit, courant dans le jardin. Je me voyais lui tenir la main le premier jour d'école. Je me revoyais, des années plus tard, seule à soigner Pierre, puis seule à consoler un adolescent qui pleurait sans bruit la nuit. Et je me revoyais encore, après la mort de mon mari, me lever chaque matin malgré tout, travailler, porter la maison, porter mon fils, porter notre vie. J'avais porté trop longtemps. J'avais tout porté. Et aujourd'hui, j'étais devenue un poids. La vie est parfois d'une ironie cruelle. La bascule intérieure. Quand la dignité prend la parole. Les heures passaient. L'aube n'était plus très loin. Mais je n'avais aucune envie de dormir. J'étais dans un état étrange.
à la fois épuisée et étrangement vivante. Une phrase m'a traversé l'esprit. Si je ne reprends pas ma vie maintenant, ils vont me l'enlever. Ce n'était pas une métaphore, c'était littéral. Ils parlaient de me placer, de vendre la maison, d'anticiper ma dépendance, de soulager leur quotidien. Ils organisaient ma disparition sociale, mon effacement. Et moi, j'allais continuer à sourire gentiment, à dire « ce n'est pas grave », à accepter ? Non, plus jamais. Ce mot-là, jamais, a claqué dans ma tête comme une porte qui se ferme. Les prières silencieuses et le retour à soi. Je suis allée dans ma chambre, j'ai ouvert la petite boîte où je gardais quelques souvenirs de Pierre. Une lettre qu'il m'avait écrite. Une photo de nous deux, jeunes, insouciants. Un ticket de cinéma délavé. J'ai posé ma main sur la lettre. Pierre m'aurait dit « Ne laisse jamais personne écrire qui tu es à ta place ». Alors j'ai pris un carnet, un simple carnet ligné que j'utilisais pour noter les courses. Et j'ai écrit. Pour la première fois, j'ai écrit pour me défendre, pas pour me souvenir. J'ai commencé une liste. Ce que je possède, ce qu'ils ignorent que je possède, ce que je veux protéger, ce que je refuse de céder. Et surtout, ce que je suis prête à faire pour rester libre. Plus j'écrivais, plus mes mains cessaient de trembler. J'ai noté les noms de professionnels que j'avais croisés dans ma vie. Le notaire qui avait géré la succession de Pierre, la conseillère bancaire qui m'avait déjà conseillé une fois, l'assistante sociale que j'avais rencontrée pour une amie. Le simple fait d'écrire ces noms me redonna une force inattendue. La peur, puis la disparition de la peur. Bien sûr que j'avais peur. La peur de l'inconnu, la peur d'être seule, la peur de mal faire. Mais une autre peur, bien plus grande encore, venait d'apparaître. La peur de rester entre leurs mains, de leur laisser mon avenir, de leur laisser ma dignité. Entre deux mots, j'ai choisi celui qui me rendait libre. L'aube d'une nouvelle femme. Quand le jour s'est levé, la lumière est entrée dans la cuisine, comme une présence bienveillante. Je me suis surprise à sourire. Je n'étais plus la même. Quelque chose avait changé dans ma colonne vertébrale, dans mon regard, dans mon souffle. J'ai pris un café. J'ai ouvert la fenêtre. L'air froid m'a frappé, mais d'une manière presque revigorante. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie à nouveau adulte, à nouveau responsable de moi-même, à nouveau propriétaire de ma vie. Ce matin-là, je n'étais plus une mère suppliante, ni une femme âgée qu'on déplace comme une chaise. J'étais une femme qui allait reprendre le contrôle. Silencieusement, méthodiquement, et sans prévenir personne. La décision finale, agir. Avant de sortir de chez moi, j'ai relu ma liste, je l'ai pliée, glissée dans mon sac. Une simple phrase, écrite au centre de la page, m'a donné la force d'ouvrir la porte. Je ne serai jamais le fardeau de ceux qui ne m'aiment plus. Et en quittant ma maison, en descendant les marches, j'ai su exactement où j'allais. Vers mon notaire, vers ma liberté. Le lendemain de cette nuit blanche, je me suis levée tôt, très tôt. J'avais l'impression qu'une nouvelle colonne vertébrale avait poussé en moi. Une colonne faite non plus de résignation, mais de détermination froide. Ce matin-là, je ne tremblais plus. Je ne doutais plus. Je savais ce que je devais faire. Reprendre ma vie avant qu'il ne me la prenne. 1. Maître Duroc, le notaire qui connaissait encore mon histoire. À 9-2, j'étais devant l'étude notariale de Maître Duroc, celui qui m'avait accompagné pour la succession de Pierre des années plus tôt. Je poussai la porte. Il leva les yeux, surpris de me voir. « Madame Lenoir, cela fait longtemps. Que puis-je faire pour vous ?» Je me suis assise. J'ai posé mes mains bien à plat sur son bureau. Et j'ai dit calmement, « Je veux protéger mes biens. Et ma liberté. » Il a compris tout de suite. Les notaires voient défiler des familles déchirées depuis des décennies. Ils savent reconnaître une mère blessée, mais debout. Ils savent quand une femme vient non pas pour régler un papier, mais pour reprendre le contrôle de sa vie. Il a pris son stylo, « Dites-moi tout », et j'ai raconté, sans pleurer, sans chercher d'excuses, sans minimiser. La maison, le dossier trouvé sur le plan de travail, le projet d'EHPAD, les mots d'Adrien, le mépris de Delphine. Maître Duroc ne m'interrompait pas. Il prenait des notes rapides, précises. Puis il posa la question la plus importante de toutes. « Que voulez-vous vraiment, Madame Lenoir ?» J'ai inspiré profondément. Je veux qu'il ne puisse rien décider à ma place. Ni pour ma maison, ni pour mon argent, ni pour mon avenir. Il hocha la tête. Alors, nous allons verrouiller votre patrimoine et écrire noir sur blanc que vous êtes maîtresse de vos choix tant que vous êtes capable de les exprimer. Une chaleur étrange m'a envahi. De la reconnaissance,
De la force. Je veux aussi revoir mon testament. Très bien. Vous souhaitez modifier les bénéficiaires? Oui. Il referma son carnet. Je vous écoute. 2. Le testament. La décision que je n'aurais jamais cru pouvoir prendre. J'ai dit doucement, mais fermement. Je veux qu'Adrien ne reçoive plus que la réserve légale minimale. Rien de plus. Il ne broncha pas. Il connaissait ce genre de choix douloureux. Et la quotité disponible? Voulez-vous en faire don à quelqu'un en particulier? J'ai hoché la tête. Oui, à une association de femmes âgées isolées ou en danger. Je veux que ce que j'ai construit serve à celles qui n'ont personne. Il m'a observé longuement. Vous êtes sûr? Absolument. Je n'ai plus envie d'enrichir ceux qui veulent se débarrasser de moi. Une phrase que je n'aurais jamais pensé prononcer. Une phrase qui est sortie de moi comme un verdict rendu par une juge intérieure trop longtemps muselée. 3. Le compte bancaire, reprendre mes clés. Ensuite, j'ai fait ce qu'aucune mère ne pense faire un jour. J'ai changé de banque. À la nouvelle agence, j'ai demandé, je veux un compte totalement indépendant et confidentiel. Personne ne doit être autorisé à agir dessus. Personne. La conseillère, une femme d'une quarantaine d'années au regard franc, m'a dit doucement, « Vous êtes courageuse. » Je lui ai répondu, « Non, j'ai juste trop attendu. » Elle m'a aidé à tout transférer, mes économies, mes livrets, mes assurances. En une matinée, j'avais entièrement déplacé mes ressources, à l'abri des regards indiscrets. Chaque signature me redonnait une bouffée de liberté. Chaque mouvement de fond était une pierre en moins posée sur ma poitrine. 4. Classer, trier, protéger la renaissance administrative. De retour chez moi, j'ai ouvert mon vieux classeur bleu, celui où Pierre rangeait nos documents importants. Pendant des heures, j'ai trié. Les actes, les procurations obsolètes, les relevés, les lettres anciennes, j'ai détruit ce qui pouvait être utilisé contre moi. J'ai classé le reste dans une pochette neuve. Documents personnels, strictement privés. La femme fragile que j'étais encore la veille venait de disparaître. Je devenais une femme qui prévoit, une femme qui protège, une femme qui se prépare. 5. L'apparente docilité, mon arme la plus efficace. Pendant tout ce temps, Adrien et Delphine m'envoyaient quelques messages. « Tu viens toujours pour Noël? On essaie de s'organiser. Tu sais que tu peux nous demander de l'aide, hein? » Je ne répondais que par des phrases courtes, neutres, parfaitement inoffensives. « Oui, je serai là. Pas de souci. Je m'organise. Merci. » Je n'éveillais aucun soupçon. Je gardais le masque, celui de la mère docile, gentille, un peu naïve. Pendant qu'eux préparaient leur Noël, moi, je préparais ma justice. 6. L'achat de mon carnet noir, le début de ma stratégie. Le dernier geste fut symbolique. J'ai acheté un carnet noir, à la couverture rigide. Sur la première page, j'ai écrit « La vérité commence ici ». Puis j'ai noté les dates, les phrases, les comportements, le classeur gris, le plan d'EHPAD, l'estimation de ma maison, les humiliations répétées, un journal de preuves, un journal de survie, parce qu'on ne reconstruit pas une dignité sans documenter les blessures. 7. Le dernier regard dans le miroir. Avant de me coucher, je me suis regardée dans le miroir. Longuement, j'ai vu mes rides, mes cheveux argentés, ma fatigue, mais j'ai vu aussi une lumière que je ne reconnaissais pas. Une femme qui n'allait plus subir, une femme qui ne ferait plus semblant, une femme prête à disparaître, mais de la vie de ceux qui ne la respectaient plus, et non de son propre destin. Ce soir-là, j'ai soufflé la bougie en murmurant « Ils croient me contrôler. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. » Le 24 décembre, cette date que tant de familles attendent avec impatience, où l'on se retrouve, où l'on rit, où l'on partage. Moi, je m'y rendais avec un calme glacial. Pas un calme résigné, un calme conquérant. Je n'allais pas pour être aimé. Je n'allais pas pour pardonner. J'allais pour révéler. Je portais mon manteau bleu foncé, celui que Pierre aimait. Il avait toujours dit que cette couleur me donnait l'air solide. Ce soir-là, j'étais solide. Dans mon sac, une simple pochette grise. Et dans cette pochette, les documents qui allaient démolir leur plan, l'acte notarié de verrouillage de mes biens, mon Nouveau Testament, la preuve de la fermeture de mes anciens comptes et un relevé bancaire attestant que je m'étais libérée de toute dépendance financière envers eux. L'accueil, le sourire forcé avant la tempête, Adrien m'a ouvert la porte. « Maman, tu es venue. » Son sourire était nerveux, mais satisfait.
comme celui d'un homme convaincu que tout se passe selon son plan. Delphine est arrivée derrière lui, une serviette à la main, les joues roses d'excitation. Elle m'a embrassé du bout des lèvres. « Oh, tu es là. Parfait. On va pouvoir commencer. » Je suis entrée. Je me suis sentie étrangère dans cette maison, pourtant pleine de décorations, de guirlandes, de lumières. Ce n'étaient pas des lumières de fête. C'étaient des lumières de scène, un décor pour une pièce où je n'avais plus de rôle. La table préparée, sans moi. La table du dîner était splendide. Assiette dorée, verre à pied, centre de table fleuri. Je l'ai observé. Il n'y avait que 2 bougies allumées, 2 verres de vin déjà remplis, 2 serviettes assorties. « Et ma place ?» ai-je demandé calmement. Delphine a souri, faussement gênée. « Oh, tu vois ? On a improvisé. On s'est dit que tu serais mieux dans la petite table derrière, près du radiateur. Tu pourras être tranquille. Tu entends moins quand il y a du bruit. La petite table, le coin réservé aux enfants turbulents, aux oubliés. » Adrien ajouta, comme une justification, « C'est juste pour que ce soit plus confortable pour toi. » Je n'ai rien répondu. Je me suis contentée de m'asseoir à la petite table. Je crois qu'ils ont pris ce geste pour une reddition. Ce n'était pas une reddition, c'était un prélude. Le repas. Les dernières illusions se cassent. Ils parlaient entre eux, de leurs projets pour la nouvelle année, de vacances en Espagne, des rénovations qu'ils voulaient faire. « On agrandirait la chambre, » dit Delphine. « Oui, et puis la salle de bain, » ajouta Adrien. Leur maison, leur avenir, leur confort. Rien. Pas un mot sur moi. Pas une question. Pas un regard. Comme si j'étais un meuble ou une ombre. Je les observais, avec calme, avec distance, comme si je les voyais pour la première fois. 2 adultes sûrs de leur supériorité, persuadés que l'âge affaiblit l'esprit autant que le corps. Ils ne savaient pas qu'à cet instant précis, je possédais plus de pouvoir que 2 réunis. Le moment venu, la vérité déposée sur la table. Quand le dessert arriva une bûche glacée, je me suis levée. Lentement, dignement. « Adrien, Delphine, avant qu'on termine ce repas, j'aimerais vous parler. » Ils se sont regardés. Delphine a soupiré. « Tu fais encore une scène ? Le soir de Noël ?» Je n'ai pas répondu. J'ai sorti la pochette grise. Je l'ai posée sur la grande table, entre eux. « Voici la seule chose que j'avais à vous offrir pour Noël. » Adrien fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ? » « La preuve que je ne suis plus un fardeau, ni pour Noël, ni pour le reste de votre vie. J'ai sorti un premier document, mon Nouveau Testament. Voici la révision officielle. Vous n'êtes plus héritier que du minimum légal. La quotité disponible ira à une association qui protège les femmes âgées isolées. Pas celles qui sont traitées comme des poids. » Adrien pâlit. Delphine se raidit. Je continuais. « Voici les actes notariés qui stipulent que ma maison ne peut ni être vendue, ni hypothéquée, ni transférée sans mon consentement. Elle restera à mon nom, exclusivement, jusqu'à mon dernier souffle. » Ils se regardèrent, paniqués. « Et ceci, dis-je en sortant les documents bancaires, atteste que tous mes fonds ont été déplacés dans un établissement sécurisé. Aucune procuration, aucun accès. Personne ne peut agir pour moi. Personne. » Delphine faillit se lever. C'est complètement irrationnel. Non, c'est légal et définitif. La chute, leur plan s'effondre. Adrien s'est levé brusquement. « Maman, tu n'as pas pu faire ça ? Pas à nous. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Vous avez planifié ma disparition. Moi, j'ai simplement planifié ma vie. La différence, Adrien, c'est que je l'ai fait devant la loi. Et la loi, elle, ne ment pas. » Son visage s'est décomposé. Delphine s'est crispée comme un animal acculé. « Tu vas le regretter, » murmura-t-elle. J'ai souri doucement. « Non, Delphine, je viens juste de me sauver, de vous et de moi-même. » Le verdict silencieux, je refermai la pochette. Je la glissai dans mon sac, puis je pris mon manteau. « Je vous laisse continuer votre repas, entre vous, comme vous l'avez toujours voulu. » Adrien fit un pas vers moi, hésitant, presque tremblant. « Maman, attends. » Je me retournai. « Tu m'as appelé un fardeau ? Aujourd'hui, je te démontre que je peux disparaître. Pour de vrai. Et que ma vie ne dépend plus de vous. Bonne soirée. Joyeux Noël. » Je suis sortie, dans un silence total. Mais ce silence-là, ce silence coupait plus fort que tous les mots que j'aurais pu dire. Le piège venait de se refermer. Et ce n'était pas moi, cette fois, qui était prise dedans. Lorsque j'ai fermé la porte derrière moi ce soir-là,
le vent de décembre m'a giflé avec une brutalité presque bienveillante. C'était un vent qui nettoyait, un vent qui emportait tout. Les illusions, la peur, l'humiliation et même la dépendance émotionnelle que je traînais depuis tant d'années. Je marchais dans la rue silencieuse, éclairée par quelques guirlandes encore accrochées aux fenêtres. Les gens riaient dans les maisons, mais dans celle que je venais de quitter, la chute venait de commencer. 1. Le lendemain, la panique derrière les portes closes. Je le sais parce qu'Adrien a essayé de m'appeler. 9 fois, puis 12. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas écouté les messages. Je les ai simplement regardés s'accumuler, un par un, sur l'écran. Maman, on doit parler. Il ne se dit quoi et des sèmes. Delphine, elle a réagi trop vite. Ce n'est pas ce qu'on voulait dire. On peut tout arranger. Je suis désolée. Pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas besoin de prendre des décisions aussi radicales. C'est Noël. On peut se voir, non? Je posais le téléphone sur la table et je laissais leurs mots mourir sans écho. J'avais donné ma vie entière pour être entendue. Maintenant, je donnais mon silence. 2. La famille élargie, les masques qui tombent. Le surlendemain, ma sœur m'a appelé. Qu'est-ce que tu as fait? Adrien dit que tu l'as humilié devant Delphine, que tu as fait un scandale. J'ai souri. L'ironie me rongeait presque. Je n'ai fait que dire la vérité et protéger ma vie. Elle a soupiré, hésité. Ils ont l'air perdus. Tu aurais pu parler plus doucement. Je me suis redressée. Plus doucement, ma douceur m'a amenée là où je suis. Invisible, effacée, instrumentalisée. Il était temps que je choisisse un autre ton. Elle n'a rien répondu. Puis timidement, j'aurais aimé avoir ton courage. Tu sais, c'était la première phrase honnête que quelqu'un de ma famille me disait depuis très longtemps. 3. Delphine, l'effondrement du contrôle. Le 4e jour, Delphine a fini par m'envoyer un message. Pas un message d'excuse. Non, ce genre de femme ne s'excuse que lorsqu'elle a trouvé une façon d'en tirer profit. Elle a écrit « Tu ne te rends pas compte à quel point tu détruis la relation entre Adrien et toi. Reviens discuter. On peut encore éviter le pire. » Le pire, pour elle, le pire n'était pas la souffrance d'une mère. Le pire, c'était de perdre l'accès à ma maison, à mes économies, à la sécurité financière qu'elle croyait déjà dans sa poche. Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard. C'est absurde de te punir toi-même comme ça. Tu as besoin de nous, et tu le sais. J'ai éclaté de rire. Un rire franc, libérateur. Moi, avoir besoin d'eux? Je venais de prouver, par des actes légaux, notariés, irrévocables, que non, je n'avais plus besoin d'eux. Et qu'en réalité, c'était eux qui avaient besoin de moi. Je n'ai toujours pas répondu. Adrien. La chute d'un fils qui croyait tout maîtriser. 3 jours plus tard, Adrien est venu chez moi. Il a frappé, longtemps, insisté. Puis, par le Judas, j'ai vu son visage, décomposé, fatigué, honteux. Je n'ai pas ouvert, pas par vengeance. Par protection, il frappa encore. Puis il dit d'une voix brisée, « Maman, s'il te plaît. » Je n'aurais jamais dû dire ce mot. On était stressés. Delphine, elle pousse beaucoup. Je voulais juste un Noël tranquille. Je ne pensais pas que ça te blesserait autant. Tu comptes pour moi. Tu as toujours compté. J'ai fermé les yeux. Une douleur douce, mais subtile, est remontée en moi. Oui, j'avais compté. Avant. Quand j'étais utile. Quand j'étais nécessaire. Mais maintenant, il réalisait seulement ce qu'il perdait. Il a ajouté, « Tu ne peux pas vraiment nous tourner le dos. On est une famille. Tu ne peux pas disparaître comme ça. » Ah, la peur de me voir disparaître. Celle-là, je la reconnaissais. Ce n'était pas ma disparition physique qui l'effrayait. C'était la perte de contrôle. Je n'ai pas ouvert. Après quelques minutes, il est parti. Son ombre s'est éloignée lentement. Je l'ai suivi du regard. Et j'ai compris que ce que je ressentais, ce n'était ni joie, ni vengeance. C'était la fin d'un lien. Pas cassé. Juste, transformé. Réduit à sa vérité nue. 5. Les voisins, les rumeurs et la vérité enfin nommées. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs voisins m'ont croisé dans l'escalier. « Tout va bien? On a entendu dire que Adrien est venu vous voir. » Il avait l'air bouleversé. Je souriais, sereine. « Tout va très bien. Je prends simplement soin de moi. C'est nouveau. » Certains hochaient la tête avec respect, d'autres avec étonnement, mais une chose était claire. Pour la première fois depuis des années, les gens me voyaient. Moi, pas une vieille femme fragile, une femme debout. 6.
le chaos dans leur maison. Ce que j'ai appris ensuite. 2 semaines plus tard, j'ai appris par ma sœur que l'ambiance dans la maison d'Adrien et Delphine était devenue invivable. Disputes répétées, accusations mutuelles, un reproche sur la gestion du dossier, finances tendues à cause de projets qu'ils avaient déjà prévus, et surtout, la peur panique que je reprenne encore plus de contrôle. Delphine lui reprochait de ne pas m'avoir tenue. Adrien lui reprochait d'avoir été trop brutal. Il se déchirait. Je n'avais rien fait, juste dit la vérité et fermé la porte. Sept. Moi, devant tout cela, témoin lointain et paisible, je continuais ma vie, discrète, paisible. Je cuisinais, je lisais, je marchais. Je reprenais goût à des petites choses oubliées. Parfois, je regardais mon téléphone, non pas par attente, juste par curiosité, et je voyais leurs messages, leurs tentatives, leurs excuses, leurs reproches, leurs supplications. Je n'avais plus besoin d'y répondre, parce que, pour la première fois depuis des années, je n'avais plus besoin d'eux. La famille n'était pas détruite. Elle s'était simplement révélée. Et moi, j'avais choisi de ne plus en porter le poids. Les semaines qui ont suivi ce Noël-là ont eu le goût étrange des renaissances tardives. Un mélange de légèreté et de solitude choisie, de silence et de reconquête, de petites victoires invisibles pour le monde, mais immenses pour moi. Pour la première fois depuis des années, je me réveillais sans avoir peur d'un appel, d'une critique, d'une demande déguisée. Pour la première fois, la journée s'ouvrait devant moi, sans que je doive justifier ma présence à quelqu'un. Je redevenais une femme, pas une mère, pas une charge, pas une complication, juste une femme. La mer d'hiver, la liberté qui s'invite dans les pas. Un matin de janvier, j'ai pris le bus jusqu'à la mer. La plage était presque vide, balayée par un vent froid qui soulevait le sable en petits tourbillons. Je me suis assise sur un banc. Devant moi, la Méditerranée s'ouvrait comme une grande respiration. L'eau avait cette couleur gris-vert que j'aimais tant les jours d'hiver, une couleur franche, sincère, dépouillée de tout artifice. Et je me suis surprise à sourire. Pierre, tu vois, je commence enfin à vivre pour moi. Et bastam. C'était la première fois depuis sa mort que je me parlais à moi-même avec autant de douceur. Marcher près de la mer devint rapidement un rituel. Je notais dans mon carnet noir les petites choses qui me faisaient du bien. Le bruit des vagues, le cri d'une mouette, la chaleur discrète du soleil sur mes mains, l'odeur du sel. Ce carnet n'était plus un journal de preuves. Il devenait un journal de vie. 2. La petite librairie. Un refuge inattendu. Au bout de quelques semaines, j'ai commencé à fréquenter une petite librairie du quartier, tenue par une femme d'une 50aine d'années, prénommée Hélène. Elle avait ce regard doux et fin de ceux qui savent écouter, sans poser de questions inutiles. Un jour, elle m'a demandé « Vous aimez la poésie ?» J'ai souri. J'ai arrêté d'en lire quand la vie est devenue trop lourde. Mais être que je devrais recommencer. Elle m'a tendu un recueil. Celui-ci parle de renaître après avoir été oublié. Je crois qu'il est pour vous. Je l'ai ouvert. Les mots m'ont touché comme une caresse, comme si quelqu'un disait tout haut ce que j'avais enfoui depuis trop longtemps. Je suis revenue souvent, un lien simple, doux, sans demande. Elle devint, sans s'en rendre compte, un des piliers de ma nouvelle vie. 3. Les liens bienveillants, de nouvelles présences, non imposées. Je rencontrais aussi, au fil de mes marches et de mes sorties, d'autres personnes. Monsieur Julien, un veuf qui promenait son chien et qui aimait raconter ses souvenirs d'enseignant. Agathe, une retraitée énergique, qui m'a traînée à un atelier de peinture pour voir si vous aimez encore les couleurs. Maria, la voisine du dessous, qui m'apporta un jour une soupe chaude, juste parce que vous aviez l'air fatigué hier. Rien de forcé, rien d'exigeant. Des liens légers, humains, sincères. Il ne me connaissait pas comme la mère d'Adrien. Il ne me jugeait pas selon les attentes d'une belle-fille ou la froideur d'un fils. Il me connaissait comme moi. C'était nouveau, étrange, magnifique. 4. La maison, un espace redevenu mien. Petit à petit, ma maison se transforma aussi. J'enlevais les photos qui me faisaient souffrir, celles où Adrien avait ce sourire qui, maintenant, me paraissait étrangement lointain. Je rangeais les objets qui appartenaient trop au passé, pas pour les jeter, pour leur redonner une place moins centrale. J'ouvris les fenêtres. Je changeai la disposition des meubles. Je fis installer une petite table ronde près de la baie vitrée. J'avais vécu trop longtemps dans une maison musée du passé. Maintenant, j'en faisais une maison pour mon avenir. Un matin,
J'ai repeint seule une partie du salon. J'avais mal au dos. J'étais essoufflée. Mais j'ai ri comme une enfant. C'était imparfait. Mais c'était moi. 5. Le pardon impossible, mais la sérénité choisie. Je ne pardonnais pas. Pas encore. Peu. Être jamais. Le pardon, contrairement à ce que disent les livres, n'est pas une obligation morale. C'est un choix. Et je n'étais pas prête. Mais je pouvais choisir autre chose. La sérénité. La sérénité de ne plus attendre un geste, un mot, une reconnaissance. La sérénité de ne plus espérer ce qui ne viendra peu, être jamais. La sérénité d'exister par moi, pour moi, avec moi. J'avais passé 78 ans à me définir par rapport à eux, mari, enfant, famille. Maintenant, j'apprenais à me définir par rapport à moi-même. C'était vertigineux et tellement libérateur. 6. Les nouvelles fêtes. Apprendre à célébrer seule, mais vivante. Quand arriva le premier anniversaire sans Adrien, je pensais que j'allais pleurer, que la solitude serait écrasante, qu'elle me rappellerait tout ce que j'avais perdu. Mais non. Je suis allée à la mer. J'ai acheté un éclair au café. J'ai allumé une petite bougie sur ma table ronde. Je me suis fait un cadeau, un foulard bleu nuit, et j'ai fermé les yeux. Joyeux anniversaire, ma vieille. Tu es encore là. Tu t'es sauvée. Tu t'es choisie. Je n'avais besoin de personne. Pour la première fois de toute ma vie. 7. Le retour de la joie. Discrète, mais réelle. Un soir, en feuilletant un livre acheté chez Hélène, je me suis entendue rire doucement. Pas un rire forcé. Pas un rire social. Un rire sincère, fragile, inattendu. Je l'ai laissé sortir. J'ai laissé la lumière entrer. J'étais encore blessée. Oui. Certaines cicatrices mettraient des années à se fermer. Mais j'étais debout. Vivante. Libérée. Je n'étais plus un fardeau. Je n'étais plus une mère écartée. Je n'étais plus une femme surveillée. J'étais une femme qui renaissait. À 78 ans. Et ce simple fait était une victoire silencieuse. La lumière de fin d'après-midi glissait sur ma table ronde comme un voile doré. L'hiver touchait à sa fin, et pourtant dans ma maison, quelque chose semblait à peine commencer. Une saison nouvelle, une autre manière de respirer, une autre manière d'exister. Je m'étais assise près de la baie vitrée, avec une tasse de chocolat chaud fumant entre les mains. Devant moi, les nuages se déplaçaient lentement, comme s'ils acceptaient enfin de se laisser porter par le vent. Je me sentais un peu comme eux, plus légère, plus silencieuse, mais étrangement plus forte. Je n'attendais plus rien, ni appel, ni pardon, ni reconnaissance. La liberté, parfois, commence par la fin de l'attente. La lettre d'Adrien, un écho tardif. Ce matin-là, en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une enveloppe à son nom. Pas un message électronique, pas un appel, non, une lettre écrite de sa main, avec son écriture légèrement penchée, celle que je reconnaîtrais entre mille. Je l'ai posée sur la table sans l'ouvrir. Je voulais prendre le temps, je voulais être prête. Quand je me suis finalement décidée, la lettre tremblait dans mes doigts, non pas par faiblesse, mais parce qu'elle contenait une partie d'une vie que je croyais perdue. Maman, je ne sais pas comment écrire ce que je ressens depuis Noël. Je ne dors presque plus. J'ai honte. Je me suis laissée emporter par le confort, par l'influence, par la peur aussi. Je n'avais pas réalisé ce que tu vivais, ce que tu ressentais, et je t'ai blessée. Je crois que je ne me le pardonnerai jamais. Je ne sais pas si tu voudras me revoir, mais si un jour tu veux m'accorder 10 minutes, je serai là, sans Delphine, sans mensonge. Je t'aime, Adrien. Je suis restée longtemps à lire et relire ces lignes. Elles n'étaient ni parfaites, ni héroïques, mais elles étaient vraies. Et parfois, la vérité suffit. Une larme a glissé sur ma joue. Pas de tristesse, pas de joie. Une larme d'humanité. Adrien n'était plus l'homme qui m'avait traité de fardeau. Il devenait un homme qui regardait enfin sa propre lâcheté. Et ça, c'est un premier pas que je ne pouvais ignorer. Le choix, répondre, ou se répondre à soi-même. J'ai posé la lettre sur la table. J'ai pris une grande respiration. Fallait-il lui pardonner? Fallait-il accepter de le revoir? Fallait-il rouvrir une porte que j'avais refermée moi-même? Je ne savais pas. Pas encore. Et je ne voulais pas me précipiter. La précipitation est l'ennemi de celles qui ont longtemps vécu dans le silence. Alors j'ai pris mon carnet noir, celui qui avait accueilli mes peurs, mes plans, mes renaissances. J'y ai écrit. Se pardonner à soi-même passe avant tout. Le reste viendra quand il devra venir. Je ne savais pas si Adrien me reverrait. Je ne savais pas si je le voulais vraiment. Mais ce que je savais, c'est que je n'avais plus peur. Plus peur d'être seule.
Plus peur de décevoir, plus peur de ne pas exister dans les yeux des autres. Je m'étais choisie, et c'était la plus grande victoire de ma vie. Le dîner simple, un rituel, rien qu'à moi. Avec la tombée du soir, j'ai allumé une petite bougie. Je me suis préparé un dîner tout simple, un potage maison, un morceau de pain grillé, une clémentine, le genre de repas que j'aimais autrefois, quand Pierre était encore là. J'ai posé la bougie au centre de la table. Elle projetait une lumière douce, vacillante, presque tendre. Je me suis entendue murmurer « Merci, la vie. Même tard, tu m'as rendu à moi-même. » Puis j'ai souri. Un sourire qui ne demandait rien, qui ne regrettait rien, qui accueillait simplement ce qui est. Les femmes invisibles, mon message silencieux. Je me suis levée. J'ai ouvert la fenêtre. Le vent froid est entré, chargé de sel, d'odeurs de mer, de promesses discrètes. À cet instant, j'ai pensé à toutes ces femmes comme moi, celles qui vieillissent en silence, celles que l'on déplace, celles que l'on diminue, celles que l'on rend invisibles. Des milliers de femmes qui n'osent pas parler, qui endurent, qui s'effacent, qui attendent qu'on les traite enfin comme des êtres humains. Je voulais leur dire quelque chose. Pas un cri, pas un discours, un murmure, un souffle, une vérité. Je me suis adressée à l'obscurité devant moi, comme si elle pouvait porter mes mots au loin. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes un monde entier que certains ne savent plus regarder. Relevez la tête. Reprenez vos clés. Votre vie n'appartient qu'à vous. Le vent a emporté ma voix, comme une caresse, comme une réponse. Le dernier mot, la paix retrouvée. Quand la nuit fut totalement tombée, je suis retournée m'asseoir près de la fenêtre. La bougie se consumait, lentement. Dans la pénombre, je me suis sentie sereine, entière, libre. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Peu, être que je reverrais Adrien. Peu, être que je ne le reverrais jamais. Mais j'avais enfin compris que ma valeur ne dépendait ni de ses excuses, ni de son amour, ni de ses absences. Ma valeur dépendait de ma lumière intérieure, une lumière qu'il n'avait pas réussi à éteindre. Alors j'ai fermé les yeux, et dans un souffle, j'ai prononcé les mots qui résumaient tout mon chemin. Le silence peut aussi être une forme de justice.